Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de faire la correction des exercices 1 étoile de la fiche de TD d'atomistique sur la leçon C2L1. Donc c'est des exercices numéro 1 à 4, normalement plutôt de difficulté facile. Je vais quand même vous donner des petites astuces au cas où vous seriez peut-être coincé sur certaines questions. On commence avec l'exercice numéro 1, on nous donne un certain nombre d'entités monoatomiques, donc soit des atomes ou éventuellement des ions. On nous précise à chaque fois le nombre de masses. Je vous rappelle que lorsqu'on écrit un atome, on met son symbole X, en bas à gauche, on met son nombre de charges, le nombre de protons, et en haut à gauche, on met le nombre de masses A. Volontairement, dans cet exercice, je n'ai pas précisé les numéros atomiques Z, simplement parce que c'est un exercice de TD, vous avez vos documents à disposition, donc vous pouvez prendre la classification périodique, et on sait qu'à chaque valeur de numéro atomique Z correspond un unique symbole de la classification X. Ça veut donc dire que, par exemple, sur le premier cas, on parle du carbone 12, bien, vous allez dans la classification, vous cherchez l'élément grand C, et vous trouvez le numéro atomique qui vaut 6. Pas de difficulté particulièrement ici, hein, c'est un exercice plutôt abordable. Pensez quand même à la façon dont vous allez présenter vos résultats. La première idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, j'ai plusieurs atomes à traiter, je vais écrire des lignes en disant tant de protons, tant de neutrons, tant d'électrons. Mauvaise idée. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt un tableau dans lequel vous allez mettre les éléments, par exemple, au niveau des lignes. Donc on commence avec le carbone 12. Et puis on vous demande de préciser à chaque fois le nombre de protons, de neutrons et d'électrons pour les entités. Et bien donc vous pouvez faire des colonnes avec ici NP, le nombre de protons. Ensuite, NN, nombre de neutrons. NE-, nombre d'électrons. Et vous faites comme ça, ligne par ligne, pour toutes les entités chimiques qui vous sont proposées. N'oubliez pas également, je vous ai encouragé depuis le début de l'année à vous vérifier systématiquement avant de passer à la réponse suivante. Ça veut donc dire que pour cet exercice-là plutôt simple, appliquez bien cette méthodologie. Concrètement, ça veut dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur sur les différents nombres qu'on vous demande pour chacune des entités chimiques. Faites attention notamment aux 3 derniers exemples. Dans l'ion Cu2+, il y a 2 électrons en moins par rapport au nombre de protons. Et pour les anions, c'est l'inverse. On va rajouter des électrons par rapport au nombre de protons. Alors, dans l'exercice numéro 2 à présent, on va nous faire travailler sur la masse molaire moyenne. Pour ça, on prend un exemple d'élément chimique qui nous est proposé, l'élément titane. On nous dit un petit peu d'où provient l'étymologie de ce nom. Et on nous dit que le titane, il existe sous forme de métal. Dans ce cas-là, on l'écrira Ti, indice solide. Et on nous parle d'une autre utilisation très fréquente dans nos vies quotidiennes. Le titane sous sa forme d'oxyde, on nous dit que c'est le dioxyde de titane qui est utilisé comme pigment blanc. On le trouve dans les peintures, on le trouve également dans les crèmes solaires comme anti-UV. Et le dioxyde de titane, lui, il aura pour formule chimique TiO2 solide. Dans la première question, on nous demande de donner la configuration électronique de l'élément titane, donc c'est-à-dire de l'atome, lorsqu'il est à l'état fondamental. Encore une fois, je ne vous donne pas le numéro atomique. Ça veut donc dire que soit vous allez chercher dans la classification périodique, ou alors, un petit challenge perso, eh bien vous pouvez vous dire, on va essayer de reconstruire la classification périodique. Vous vous souvenez que je vous ai demandé d'apprendre les 3, voire les 4 premières lignes de la classification, et une fois qu'on l'aura reconstruite, eh bien on pourra trouver le numéro atomique du titane. Donc là, je vous propose de mettre la vidéo en pause, moi je vais écrire le tableau, et ensuite on compare pour voir si vous avez trouvé tous les éléments des 4 premières lignes. Donc voilà ce qu'on obtient avec les 4 premières lignes. Là ici, je vais insister sur 2 colonnes en particulier parce qu'elles sont très importantes. D'abord la colonne numéro 17, celle des halogènes. Là on voit les 3 premiers, fluor, chlore et brome. Le 4e à connaître également, c'est l'iode. Et concernant les gaz nobles, c'est bien également de retenir les éléments de cette colonne. Alors là ici, c'est pas l'hydrogène, mais l'hélium. Ensuite, en dessous du krypton, c'est le xénon, et en dessous du xénon, le radon. Je vous ai donné un petit moyen mnémotechnique dans une fiche de TD, c'est la fiche de TD de la leçon suivante, exercice numéro 3. Bien, donc là on revient à notre problème sur le titane. Question numéro 1, on veut établir sa configuration électronique à l'état fondamental. Il nous faut le numéro atomique du titane. Et pour ça, il suffit de compter les cases de la classification, puisqu'elle est construite par numéro atomique croissant. Donc là, ici, on sait que l'hydrogène Z égale 1, l'hélium Z égale 2, et ainsi de suite. Lithium 3, beryllium 4.
Quand on a l'habitude de travailler avec les gaz nobles, on se souvient au bout d'un moment que l'argon a pour numéro atomique 18. On continue à compter à la ligne 4. Potassium 19, calcium 20, scandium 21, titane 22. Donc maintenant qu'on a le numéro atomique de l'élément, on va pouvoir appliquer les règles d'établissement d'une configuration électronique, principe d'exclusion de Pauli, règle à Aufbau, règle empirique de Kleczkowski et règle de Hund. On va donc commencer, comme on l'a vu en cours, par remplir les sous-couches de plus basse énergie, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lorsque je suis arrivé ici, combien est-ce qu'on a placé d'électrons? 2 et 2, 4, et 6, 10, 12, 18, 20. Il m'en reste donc encore 2 à placer. Dans le tableau de la règle de Kleczkowski, après 4s vient la sous-couche 3d. Donc la configuration électronique se termine en 3d2 pour l'élément titane. Question numéro 2. On nous demande maintenant de justifier que le titane est un métal de transition. Les métaux de transition, ce sont ceux pour lesquels il existe, dans un état stable, atomique ou ionique, une sous-couche D ou F qui n'est pas totalement remplie. Alors, on observe la configuration électronique écrite à la première réponse. On s'aperçoit que pour le titane, il existe une sous-couche 3D qui contient des électrons. Est-elle remplie? Elle en contient 2, elle peut en contenir au maximum 10, elle n'est donc pas pleine, pas remplie. Par conséquent, on peut dire que le titane est bel et bien un élément de transition. Et puisque la sous-couche engagée est une sous-couche de type D, on peut dire que c'est un métal de transition de type D. Ensuite, pour la question numéro 3, on nous dit que le titane présente 5 isotopes. Définir ce terme. Alors là, c'est vraiment recracher la définition qu'on a vue dans le cours, et je vous ai dit que l'idéal, c'est de ne pas parler de un isotope, mais de dire 2 atomes sont isotopes s'ils ont le même numéro atomique, mais des nombres de masse différents. Donc le fait d'utiliser 2 atomes, ça permet d'avoir une définition qui est joliment formulée, et avec une phrase qui sera correcte en termes de français. On nous donne juste en dessous un tableau contenant des abondances isotopiques, et je vous précise gentiment que c'est aussi ce qu'on appelle des fractions molaires isotopiques. En d'autres termes, ce sont des pourcentages exprimés en mol. Donc on nous donne les différents nombres de masse des isotopes, les pourcentages correspondants, et on nous demande dans la question numéro 4 de définir, puis de calculer la masse molaire moyenne de l'élément titane. On a déjà fait un exercice similaire, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on avait cherché à calculer la masse molaire de l'air atmosphérique, en disant que dans l'air atmosphérique, il y avait plusieurs constituants. On avait pris les 2 majoritaires, dioxygène, diazote, et on avait calculé la masse molaire moyenne comme une moyenne pondérée par les fractions molaires. Ici, ça va être la même chose, et on va pouvoir dire, du point de vue d'une formule littérale, que la masse molaire moyenne de l'élément titane va s'exprimer comme, comme une moyenne pondérée. Alors là, je vais reprendre les différents isotopes. Il y a d'abord le titane 46, donc fraction molaire du titane 46 fois la masse molaire du titane 46, plus fraction molaire du titane 47 fois la masse molaire du titane 47. Et on continue comme ça, avec ensuite le titane 48. Vient ensuite le titane 49. Et enfin, le titane 50. Donc on a une relation qui est un petit peu longue, hein, mais le calcul, l'application numérique ne va pas être difficile, puisqu'on nous donne les pourcentages isotopiques. Et je suis en train de regarder les données de l'exercice. On ne nous donne pas les masses molaires de chacun des isotopes.
Donc là, on va devoir utiliser une des connaissances du cours que je vous ai donné. Je vais faire un petit peu de place sur le haut du tableau. Puisque pour un élément chimique de masse molaire grand A, on peut faire une approximation concernant la valeur de sa masse molaire. Et c'est ce que je nous invite à faire cet exercice. Donc là, ici, pour le titane, donc il aura comme numéro atomique toujours 22, comme nombre de masse grand A, eh bien, la masse molaire de l'isotope A, je vais l'écrire comme ça, masse molaire de cet isotope, c'est environ égal à la valeur du nombre de masse exprimé en grammes mol-1. Là ici, pensez bien pour cette question, qui est encore une fois relativement abordable, à toujours passer d'abord par une expression littérale, qui est celle-ci, qui utilise des notations évidentes. Les masses molaires, tous les chimistes les notent X, quasiment toujours. Les fractions molaires sont notées X, les masses molaires sont notées grand M. Et donc là ici, on vous comprendra lorsque vous écrivez ça. Il nous reste du coup à faire simplement l'application numérique. La correction, elle est déjà sur le drive. Évidemment, ne vous contentez pas de lire la valeur corrigée, vous prenez votre machine et vous tapez le long calcul, justement ici pour vous, c'est un exercice pour ne pas faire d'erreur lorsque vous utilisez vos calculatrices. Si vous ne les utilisez pas assez souvent, vous risquez bien sûr de manquer d'expérience et de taper sur les mauvaises touches. Donc, entraînez-vous. Pour l'exercice numéro 3, on vous donne un tableau et dans ce tableau figure une colonne pour des longueurs d'onde, une autre pour des nombres d'ondes, sigma. J'ai choisi ici l'unité classiquement utilisée en chimie, le centimètre-1. Et enfin, une colonne exprimée en fréquence, avec comme unité le hertz. Pour ceux qui l'auraient oublié, je vous rappelle que 1 hertz correspond à une fréquence de 1 seconde moins 1. C'est une notation différente pour cette unité seconde moins 1. Là ici, il va falloir, à partir d'une valeur de longueur d'onde, ou d'une valeur de nombre d'ondes, ou d'une valeur de fréquence, convertir pour obtenir les autres colonnes du tableau. Il va donc nous falloir utiliser une relation qui relie longueur d'onde, nombre d'ondes et fréquence. Et là, dans le cours, si vous connaissez bien votre cours, vous savez qu'il y a une seule et unique formule qui permet de faire tout ça, c'est la relation de Planck. La relation de Planck qui nous dit que l'énergie, grand E, transportée par une onde électromagnétique est égale au produit de deux termes, la constante de Planck A fois la fréquence nu. Et on sait, par nos connaissances sur les ondes, que la fréquence d'une onde peut aussi être définie comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la longueur d'onde, C sur lambda. Donc là, on a la fréquence qui apparaît, qui correspond à la colonne la plus à droite. Dans la relation qui est ici, la longueur d'onde apparaît, ce qui correspond à la colonne la plus à gauche. Il nous reste à utiliser une définition qui permet de mettre en évidence le nombre d'ondes sigma. Et il faut savoir que le nombre d'ondes, c'est l'inverse d'une longueur d'onde. Donc là, ici, on peut également écrire cette relation H fois C fois sigma, en utilisant, comme je viens de le dire, le fait que sigma égale à l'inverse de la longueur d'onde. Une fois qu'on a ces relations, eh bien, on prend celle qui nous intéresse pour isoler soit la fréquence, soit la longueur d'onde, soit le nombre d'ondes, et l'exprimer en fonction de la grandeur connue figurant dans le tableau. Une petite astuce quand même pour la conversion des nombres d'ondes. En effet, on veut nos nombres d'ondes en centimètres moins 1. Convertir des centimètres moins 1, c'est faisable, mais ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. Par contre, convertir des mètres en centimètres ou des nanomètres en centimètres, c'est quelque chose que vous devez savoir faire normalement de façon un peu plus certaine. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la relation que je vous ai rappelée ici, sigma est égal à 1 sur lambda, et dans le but d'obtenir ici une expression de sigma, le nombre d'ondes, en centimètres moins 1, eh bien, convertissez au préalable votre longueur d'onde lambda en centimètres. De cette façon, vous aurez directement l'unité qu'il faut pour la colonne des nombres d'ondes. Pour terminer sur cet exercice, je ne vous ai pas donné la valeur de la constante de Planck, encore une fois, parce que vous pouvez vous aider des documents du cours et que vous pouvez la retrouver dedans. Si jamais vous ne la retrouvez pas, je vous la donne ici. H vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde.
On en arrive à l'exercice numéro 4, et dans cet exercice, on nous dit qu'on va considérer les éléments chimiques pour lesquels le numéro atomique est strictement inférieur à 11. Donc on va considérer les 10 premiers éléments chimiques de l'hydrogène jusqu'au néon inclus. On nous demande quels sont parmi eux les atomes paramagnétiques dans leur état fondamental. Alors, lorsqu'on nous parle d'état fondamental, ça induit une intuition en nous. On va devoir écrire des configurations électroniques à l'état fondamental. Il faut également se rappeler de la définition des entités dites paramagnétiques. On a vu cette définition à la fin de la leçon. On dira qu'un atome est paramagnétique s'il possède au moins un électron célibataire. Pour pouvoir visualiser si un électron est célibataire ou non, il va donc nous falloir dessiner la répartition des électrons dans les sous-couches. Pour dessiner cette répartition, je vous rappelle qu'il sera indispensable d'utiliser la règle de Hund afin d'obtenir l'état fondamental. De plus, ça veut dire que si vous choisissez d'écrire les configurations 1s2, 2s2, etc., la règle de Hund, vous ne la visualisez pas. Donc ce que je vous propose de faire pour cet exercice, de façon à alterner un petit peu les façons d'écrire les configurations électroniques des éléments, c'est écrire les configurations électroniques, mais sous forme de diagramme énergétique. Vous vous souvenez peut-être, on avait fait ça en classe, on met un axe vertical gradué en énergie. Sur cet axe, on va placer les niveaux qui correspondent aux sous-couches, d'abord un S, puis 2S, et sur chacun de ces niveaux, on va placer les électrons correspondants pour ensuite pour coller à la configuration électronique de l'élément. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est dessiner les 10 diagrammes pour les 10 premiers éléments. Je vais le faire également, mettez la vidéo en pause puisque ça va apparaître dans une seconde, et on poursuit l'exercice dans un instant. Donc là, j'ai pré-rempli mes diagrammes, et vous voyez que je les ai mis par numéro atomique croissant, hydrogène, hélium, lithium, etc. Et on arrive jusqu'au néon. On va placer les électrons en respectant, comme je vous l'ai dit, la règle de Hund. Donc pour l'hydrogène, un électron à placer. On fait donc notre petite flèche, spin haut ou spin bas, comme vous préférez, peu importe. Moi, par habitude, je commence par le spin haut. Ensuite, pour l'hélium, 2 électrons, on en met 1 et 2. Pour le lithium, on en a 3 à placer. 1, 2, 3. Beryllium, 4. 1, 2, 3 et 4. Pour le bore, on en a au total 5 à placer. 1, 2, 3, 4 et 5. Là ici, l'électron numéro 5 pour le bore, je l'ai mis sur l'orbitale la plus à gauche, mais on pourrait le mettre au milieu ou à droite, et on pourrait même le mettre, si on veut, avec un spin bas. Ça ne changerait pas l'état énergétique, ça resterait l'état fondamental pour cet élément. Ensuite, pour le carbone, 6 électrons. Et là ici, on voit bien la règle de Hund qui apparaît. Ces électrons au niveau de la sous-couche 2p représentés à cette hauteur-là, eh bien il faut les mettre un par orbital atomique en prenant les nombres quantiques ms identiques. Donc soit vous les mettez tous les deux vers le haut, soit tous les deux vers le bas. Pour l'azote, 7 électrons, encore une fois, sur le niveau 2p représenté ici, pensez bien à mettre un électron par orbital atomique. Ensuite, pour l'oxygène, 8 électrons, 1, 2, hop. Et voilà pour les 8. Non, j'en ai mis un de trop. Voilà. Pour le fluor à présent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et enfin, pour le néon, on va saturer toutes les orbitales atomiques d'électrons. Voici ce qu'on obtient. Donc maintenant qu'on a cette représentation très visuelle des configurations électroniques, on revient sur la question numéro 1. Donc là, ce sont des configurations à l'état fondamental. On a appliqué les 4 règles qu'on a vues dans le cours et on nous demande les atomes qui sont paramagnétiques dans leur état fondamental. En d'autres termes, quels sont ceux qui ont un électron célibataire. Donc je vais noter, je sais pas, en bleu, en mettant un petit indice P pour ceux qui sont paramagnétiques. L'hydrogène, un seul électron paramagnétique. L'hélium, il en a 2. Ils sont appariés, par conséquent, il ne l'est pas.
le lithium, à cause de cet électron-là, va être lui aussi paramagnétique. Pour le beryllium, que 2 électrons par paire. Pour le bore, paramagnétique. Pour le carbone, 2 électrons célibataires, donc il en a au moins un, il est lui aussi paramagnétique. En ce qui concerne l'azote, 3 électrons célibataires, paramagnétique également. L'oxygène en possède 2, il est paramagnétique. Le fluor en possède un unique, paramagnétique lui aussi. Et le néon, eh bien lui, il n'a que 2 électrons par paire, donc il est diamagnétique, l'opposé de paramagnétique. Question numéro 2. Quels sont ceux qui sont paramagnétiques à l'état fondamental? Donc on ne regarde plus que les configurations électroniques marquées du petit P bleu que je viens d'inscrire, et qui peuvent être diamagnétiques dans un état excité. Donc, je vous renote la définition comme vous l'auriez oublié. On dira qu'un élément est diamagnétique si, dans sa configuration électronique, tous les électrons sont par paire, sont appariés. Et du coup, je vais noter ça avec un petit D rouge pour ceux qui peuvent être diamagnétiques dans un état excité. Et je vais compléter également mes représentations pour dire à quoi ressemblerait la configuration électronique de l'état excité correspondant. Alors, pour l'atome d'hydrogène, lui, il est paramagnétique à l'état fondamental. S'il passe dans un état excité, cet électron sera toujours seul dans sa case quantique. Par conséquent, il ne peut pas être diamagnétique. Là, ici, pour le lithium, il a un nombre impair d'électrons. Donc, il y en aura toujours forcément au moins un qui sera seul dans sa case quantique. Il ne peut pas être diamagnétique dans un état excité. En ce qui concerne le bore, c'est la même chose. Avec ses 5 électrons, il y en aura toujours au moins un seul dans sa case quantique. Il ne pourra pas être diamagnétique. On en arrive au cas du carbone. On constate que pour le carbone, il y a 2 électrons célibataires à l'état fondamental, mais dans un état excité, la règle de Hund peut ne pas être suivie. Donc si je prends l'électron du niveau 2P qui est ici, et que je le ramène pour qu'il aille dans la case quantique d'à côté, j'obtiendrai à la fin un état dans lequel j'ai une paire électronique avec des moments de spin ms de valeurs différentes, puisque je vous l'avais dit en cours, pour un électron, la valeur de ms n'est pas fixée à l'origine de l'univers. Cette valeur peut varier, c'est un paramètre quantique variable. Et donc là ici, vous voyez que si j'obtiens cet état excité, la paire électronique dans le niveau 2P, dans la première orbitale, on se retrouve avec une paire électronique. Donc le carbone peut être diamagnétique dans un état excité. Qu'on note, je vous le rappelle, avec un petit astérisque. En ce qui concerne maintenant l'élément azote, eh bien, vu qu'il a un nombre impair d'électrons célibataires, il y en aura toujours au moins un qui restera célibataire, donc pas possible d'obtenir un état diamagnétique. Ensuite, pour l'oxygène, alors l'oxygène, il a 2 électrons célibataires. On peut procéder de la même façon que pour le carbone, à savoir qu'on prend un des 2 électrons célibataires, on ne respecte plus la règle de Hund, il va venir se mettre dans la case quantique d'à côté, avec inversion du spin, du moment magnétique de spin, et dans ce cas-là, l'oxygène pourra être diamagnétique dans un état excité, O étoile, représenté ici. En ce qui concerne le fluor, eh bien, il a un unique électron célibataire qui restera toujours forcément seul, quels que soient les états excités considérés, donc le fluor ne peut pas être diamagnétique. Avec ça, on termine les exercices 1 étoile et je vais maintenant faire une vidéo avec les exercices de difficulté supérieure.